Il y a quelques mois, le monde entier a découvert une personnalité politique que seuls les États-Unis savent produire. À une moindre échelle, un peu comme Barack Obama, elle donne le sentiment d'être arrivée de nulle part et de s'installer dans la foulée à la première place du podium. Aujourd'hui, dans On s'autorise à penser, on parle de Zohran Mamdani. Son élection comme maire de New York a surpris beaucoup de monde, mais pas seulement parce qu'il a gagné, mais surtout par la manière dont il a gagné. Alors une question assez simple, est-ce qu'on est face à une exception new-yorkaise ou est-ce que ça dit quelque chose de plus profond sur l'Amérique d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a au fond une gauche américaine qui est en train de refaire surface ou est-ce qu'on projette un peu trop notre regard français ? On en parle avec Tristan Cabello, historien et auteur du livre La victoire de Zohran Mamdani à New York, un laboratoire pour la gauche. C'est parti pour On s'autorise à penser. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour Tristan et ravi de te recevoir pour parler donc de ton livre La victoire de Zohran Mamdani à New York, un laboratoire pour la gauche. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Dans ton livre, justement, tu parles de la méthode Mamdani. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il fait de différent ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a quelques points qui sont reproductibles. Et on a parlé aux États-Unis d'une méthode Mamdani. Je crois qu'il y a 3 points, vraiment. Le premier, c'est le programme. C'est un programme qui est très proche des besoins du peuple, c'est-à-dire un programme sur les besoins matériels, finalement. Alors, c'était trois mesures pour Zohran Mamdani. C'était le gel des loyers, les crèches universelles et les bus gratuits. Et donc ça, c'était des mesures qui concrètement peuvent changer la vie des gens. Le deuxième point, c'était vraiment l'organisation. Là, l'organisation était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens, il y a eu 100 000 bénévoles qui se sont déployés comme ça dans toute la ville. Et puis une campagne aussi qui se relayait sur les réseaux sociaux très bien. Il y avait constamment une discussion entre ce qui se passait sur le field, sur le terrain, et puis les réseaux sociaux. Et puis troisièmement, je crois que c'est tout bête, mais ça a vraiment changé la donne, c'est que les gens se sont sentis respectés par cette campagne. C'est-à-dire que Zohran Mamdani, il leur parlait directement, il allait les voir directement, toute son équipe allait les voir directement, et c'était une campagne finalement qui était une campagne plutôt positive. C'est-à-dire, on montrait un New York joyeux, un New York qui a envie d'être ensemble, et ça tranchait vraiment avec en fait les campagnes d'en face, parce que les campagnes d'Andrew Cuomo, par exemple, on en parlera peut-être plus tard, mais c'était vraiment des campagnes très négatives sur le déclin à New York, quoi. Alors, il y a une chose qui n'est pas reproductible quand même, c'est Zohran Mamdani lui-même. Bon, alors Zohran Mamdani, voilà, il a un talent de politicien très stratégique, très tactique. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a un talent, il faut bien le dire, à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans toutes ces petites vignettes visuelles qu'il faisait sur TikTok. Voilà, il a ce talent-là. Alors, ce talent-là, beaucoup de jeunes de sa génération l'ont, mais c'est quand même un talent qui lui est très spécifique. On va revenir justement tout à l'heure précisément sur sa campagne, sur le terrain, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce qu'il a fait peut marcher ailleurs qu'à New York, où c'est vraiment typiquement lié à la Big Apple, comme on l'appelle ? Ouais, alors c'était en fait tout de suite la critique de son élection, c'est de dire c'était quelque chose d'anecdotique et qui peut que se faire à New York, parce que New York, voilà, c'est une métropole déjà de gauche, avec des diasporas mélangées, etc. Donc ça peut que marcher là. Ce que l'on voit aux États-Unis en ce moment, c'est que tous ces candidats un peu anti-système, un peu anti-gauche institutionnelle, disons, anti-parti démocrate, ils montent un peu partout. On en parlait dans l'émission du côté de chez Sam. Tu vois, par exemple, qu'il y a une élection juste dans la banlieue de New York, dans un district plutôt bourgeois, d'une candidate, Anna-Melia Mera, dans la primaire, qui était une candidate anti-ICE, pro-Palestine, de la gauche de Bernie Sanders. Tu vois quelqu'un comme Talarico, par exemple, James Talarico, alors là, qui fait quelque chose
qui ressemble à du Zoran, mais qui l'adapte au Texas. Et là aussi, c'est une campagne vraiment anti-système qu'il fait. Et puis, on l'a vu aussi il y a récemment dans l'Illinois, où tu as eu beaucoup de petites primaires. Bon, alors, c'est pas forcément les candidats anti-système qui gagnent, là, mais c'est quand même des candidats de la gauche du Parti démocrate. Par exemple, un représentant qui gagne dans le district 7 de l'Illinois, c'est le maire d'une ville qui a fait ce qu'on appelle des réparations. Les réparations, c'est les réparations pour les Afro-Américains, c'est-à-dire cette idée que l'État devrait repayer ou payer les Afro-Américains pour tous les dommages du racisme systémique depuis la création des États-Unis. Bon voilà, c'est lui qui a gagné. Donc tu vois, c'est vraiment des gens qui sont à la gauche du Parti démocrate, qui continuent de gagner. Donc ils gagnent sur ce programme-là. C'est pas forcément la même organisation, mais en tout cas, il y a une petite vague qui arrive, et là, on va le voir jusqu'au midterm sûrement. Justement, cette vague-là fait que certains cadres du Parti démocrate parfois renoncent à certaines élections. Dans le livre, tu parles du cas de Nancy Pelosi, qui décide finalement de ne pas y aller car il y a un candidat qui arrive et qui pourrait gagner, donc l'humilier, entre guillemets. Oui. Alors, il y a eu plusieurs candidats de la branche historique du Parti démocrate, c'est-à-dire, en gros, la branche de droite, c'est-à-dire Kamala Harris, Nancy Pelosi, tous ces gens-là. Alors, Nancy Pelosi, elle s'est désistée le lendemain de la victoire de Zoran Mamdani, parce qu'elle a en face d'elle, c'est vrai, un candidat qui va certainement gagner, et qui est un ancien organisateur de la campagne de EOC, de Alexandria Ocasio-Cortez. Donc là aussi, quelqu'un de la gauche plutôt de rupture. Et ce que l'on voit, c'est que les candidats du système, partout où ils sont en ce moment, les primaires ont commencé au mois de janvier, donc il y en a eu déjà 3, on voit qu'ils perdent. Pour l'instant, moi, dans le Parti démocrate, la seule personne qui a gagné, c'est Melissa Bean dans l'Illinois, qui est vraiment le canal historique. Autrement, tous ces gens-là, ils commencent à perdre les primaires face à des candidats qui sont plutôt de la trempe d'un Zoran Mamdani. Justement, tu parlais du système. Est-ce que Zoran Mamdani, si on revient sur sa trajectoire, peut pas être considéré aussi comme un produit du système ? Quand on parle, on pense à sa mère, cinéaste, son père, un grand intellectuel reconnu mondialement. Et donc lui, ce serait un enfant de l'élite culturelle new-yorkaise, finalement. C'est même on lui a fait ce reproche-là à un moment donné dans sa campagne. Est-ce qu'il n'est pas lui-même un produit de ce système ? Oui. Alors, Zoran Mamdani, sans aucun doute, c'est un produit de ce qu'on appelle aux États-Unis la bourgeoisie postcoloniale. Alors, comme tu l'as dit, son père, il est anthropologue, il est né, c'est un Indien d'Ouganda, et donc il a fait sa carrière, il a fait une grande carrière universitaire, il est à Columbia maintenant, et c'est quelqu'un de très reconnu dans son milieu. Puis sa mère, Mira Nair, alors là, elle est encore plus connue, parce que c'est une cinéaste assez populaire aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs. Elle a fait des films avec Disney, elle a fait des films avec Denzel Washington. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui est né dans cette aisance matérielle. Il le dit d'ailleurs. Il le dit très clairement. Moi, j'ai des parents qui peuvent subvenir à mes besoins si j'en ai besoin. Mais il rappelle toujours, ça ne m'a pas fait échapper au racisme systémique aux États-Unis. Et il rappelle toujours, moi, on m'a arrêté à la frontière américaine. J'étais américain. Mais on a vu que j'étais musulman, que j'avais un nom musulman, et on m'a fait passer en inspection secondaire, etc. Bon, il dit très clairement, moi je viens de la bourgeoisie, mais j'ai choisi d'utiliser ce privilège-là pour aider les gens qui n'ont pas la chance que j'ai eue, moi. Et donc, c'est tout ce qu'il a fait durant toute sa carrière. On rappelle brièvement, quand il sort de l'école, il décide de faire une carrière de rap. Et donc, il repart en Ouganda, où là, il fait un duo avec un ami d'enfance. On ne sait pas trop ce qui se passe exactement dans cette période-là. C'est 3-4 ans où il fait une carrière artistique. Moi, j'ai parlé à beaucoup de gens qui vivaient en Ouganda à cette époque et qui me disent, mais tu sais, en fait, il est en fait assez connu. Donc, il avait une carrière quand même là-bas. Et puis, un jour, il revient à New York. Il dit, pour moi, le rap, c'est fini. Et je m'engage dans la politique. Et il fait plusieurs campagnes qui sont des échecs
total. Oui, C'est-à-dire... parce qu'en fait, avant de devenir maire de New York, oui, justement, son parcours politique, il a été élu, enfin... Ouais, donc il commence à faire des petites campagnes à la marge dans des quartiers progressistes, mélangés, souvent des quartiers où il y a une communauté palestinienne importante, donc c'est plutôt Bay Ridge, par exemple, à Brooklyn. Là, il fait une petite campagne en 2017, il en fait une autre après, c'est un journaliste progressiste qui s'appelle Ross Barkan, il est directeur de sa campagne. Ils n'ont pas du tout d'argent, ça marche pas. Il fait la campagne de Tiffany Caban. Tiffany Caban, elle devait devenir attorney general. Donc avocat général de l'État de New York. Et Tiffany Caban, c'est en 2020, et elle fait, on est en plein Black Lives Matter, et elle fait une campagne extraordinaire, elle fait une campagne décarcérale. Elle dit, bon voilà, il faut arrêter les prisons, il faut arrêter le tout prison, et Tiffany Caban, elle perd à 60 voix. Et c'est là qu'il a l'impulsion. Il dit, voilà, je vais m'engager avec le DSA, qui est ce petit parti de gauche, les Democratic Socialists of America, et moi, je veux être candidat. Et puis, il s'engage dans une campagne, sa première campagne, vraiment, où il est la tête d'affiche, c'est pour être député donc, de l'État de New York, parce que tu as une assemblée dans chaque État aux États-Unis. Et quand il fait cette campagne, là, on est en plein aussi 2021, donc c'est pendant le Covid, après Black Lives Matter. Les gens veulent des nouvelles têtes et il tombe vraiment à point nommé. Il est élu dans un quartier, Astoria. C'est un quartier musulman, très précarisé, avec des jeunes très progressistes. C'est un quartier facilement gagnable. On appelle ça le Commie Corridor à New York, le couloir des communistes. Mais il est élu et puis il fait un assez bon mandat, il faut bien le dire. Il est très bon dans ce qu'il fait, toujours avec l'organisation de terrain, les réseaux sociaux, les médias et puis des résultats. Tu vois. Donc il fait un bon mandat et puis il se présente à la mairie de New York. Justement, New York ou les États-Unis en général est un pays plutôt classé à droite, on va dire. Et comment il réussit à convaincre avec un discours de gauche, tu as dit au tout début, comment on explique qu'il a réussi avec un discours très à gauche? Ouais, ça c'est une question qu'on me pose souvent et j'essaye d'y apporter quelques réponses. On dit souvent que l'Amérique, c'est un pays de droite. Or, moi ce que je dis, c'est que c'est un pays de droite parce qu'il n'y a pas d'option de gauche. C'est-à-dire quand tu regardes des grandes options présidentielles, tu as en ce moment, tu as une extrême droite, c'est Donald Trump. Puis tu as une droite peut-être un peu plus soft, et encore, c'est Kamala Harris. Mais tu n'as pas vraiment d'option de gauche. Or, quand tu regardes les enquêtes d'opinion, ou quand tu regardes simplement les études sociologiques, tu vois que les gens, ils veulent des mesures de gauche. Ils veulent Medicare for All, la sécurité sociale universelle. Ils veulent College for All, l'université aussi gratuite. Ils veulent l'augmentation du salaire minimum. Ils veulent taxer les riches. Mais ça, tu n'as aucun des deux candidats, tu n'as aucun des deux grands partis, en fait, qui propose ça. Et dès que tu as un candidat qui propose ça, c'est-à-dire par exemple Bernie Sanders, c'est exactement ce qu'il proposait, l'état-major du Parti démocrate fait en sorte que ça ne marche pas. Et donc ils l'ont fait en 2016 et en 2020. Donc moi ce que je dis dans le livre, c'est que bien sûr là on est à New York, c'est encore quelque chose d'autre parce que c'est une ville qui est majoritairement démocrate, mais même à l'échelle du pays, tu as une majorité de gauche qui est là, qui est en attente et qui ne demande qu'à être représentée. Et d'ailleurs, on le voit bien, on parlait de Talarico juste avant. Talarico, il est élu dans le Texas, un État super conservateur, plutôt rural, plutôt républicain. Et tu vois que là, dans les enquêtes d'opinion, il fait la course devant le républicain pour la générale. Donc il pourrait faire basculer un siège du Sénat démocrate, républicain au Texas, du côté des démocrates. Donc je pense qu'il y a vraiment une majorité de gauche qui est là, qui attend vraiment le candidat, et c'est pour ça que tu as des victoires comme ça, comme Zoran Mamdani et comme Talarico dans des géographies et des endroits qui sont complètement différentes, mais qui peuvent arriver. Et pourtant, au sein du Parti démocrate, justement, la victoire de Zoran Mamdani n'a pas été fêtée, célébrée. On a justement voulu, au contraire, la minimiser. Donc, en fait, finalement, les voix de gauche au sein du Parti démocrate, on n'a pas trop envie de les entendre.
Non, alors tout de suite, hein, c'est-à-dire que dès que Zoran Mamdani a gagné, c'était un jour d'élection et donc tu as eu deux autres victoires du Parti démocrate. C'était les gouverneurs de Virginie et le gouverneur du New Jersey, qui étaient deux femmes démocrates centristes, même d'ailleurs pour celle de Virginie, très à droite. Et tout de suite, ils ont mis l'accent là-dessus. Il fallait montrer que finalement, Zoran Mamdani, le socialiste de New York, c'était un peu l'exception et que ça pouvait marcher que à New York. Mais ça, c'est normal. C'est-à-dire, le Parti démocrate, historiquement, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il est là. C'est-à-dire, il faut canaliser les envies de gauche, les mouvements de gauche, les rendre plus modérés, et puis essayer de présenter ces candidats-là. C'est pas du tout ce que Zoran Mamdani ou Talarico ou d'autres veulent faire, et même d'autres avant lui. Hein. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une tension entre ce que veut le Parti démocrate, qui encore une fois est contrôlé par des lobbies et contrôlé par ce qu'on appelle des PAC, hein, c'est-à-dire des milliardaires qui mettent de l'argent dans le Parti démocrate. Et tu penses bien que ces milliardaires, ils veulent pas l'université gratuite, ils veulent pas les épiceries publiques, etc. Ils veulent tout privatiser. Et donc c'est pour ça que ça ne marche pas, et c'est pour ça que le Parti démocrate est en ce moment en grand déclin. Mais voilà, il y a quelque chose qui arrive, il y a un renouveau qui arrive, et Zoran Mamdani, c'est que le côté visible finalement de l'iceberg. Oui, donc finalement, quand je l'entends, le problème, pas vraiment les électeurs américains sont prêts à voter à gauche, c'est plutôt le Parti démocrate. Oui, voilà, c'est plutôt le Parti démocrate qui constamment ne propose pas ce que les électeurs veulent. Or, s'ils proposaient ce que les électeurs veulent et ce qu'ils devraient proposer, c'est-à-dire quelque chose de tout simple, par exemple, hein, comme Medicare for All, hein, ça, ce serait gigantesque pour la plupart des Américains. Tu proposes ça, mais n'importe qui gagne. Ils le savent très bien, hein, c'est 70% des gens qui veulent ça, c'est même 51% chez les républicains. Donc c'est un grand problème, la santé aux États-Unis, mais le Parti démocrate est toujours réfractaire à proposer des politiques redistributives d'envergure. Justement, parlons de la campagne de terrain concrètement. Comment Zoran Mamdani a fait, comment il a réussi à faire cette percée, car au début de sa campagne, il était critiqué de 1% dans les sondages. Ouais. Donc, en quelques mois, il a renversé la table. Elle reposait sur quoi concrètement? Tu disais c'était une campagne joyeuse, une campagne pleine de vie. Qui faisait le boulot sur le terrain? Ouais. Alors c'est vrai que quand il se présente, il fait sa déclaration de campagne sur un média qui est assez proche du média sur lequel on est aujourd'hui. Ça s'appelle Democracy Now!, c'est un média de gauche, et il va faire sa déclaration de campagne. Bon, moi je te dis, moi je l'ai vu faire sa déclaration de campagne, je me suis dit, c'est très sympa, mais il va pas faire long feu. Et c'est vrai qu'il était à 1%. Ouais. Et puis il faut savoir que voilà, il y avait des poids lourds en face de lui, il y allait avoir des poids lourds en face de lui. Et ils ont renversé tout ça en l'espace de 6 mois. Donc c'était quelque chose d'incroyable. Alors premièrement, tu as raison, c'était vraiment le terrain. Sur le terrain, se sont déployés des gens, des bénévoles qui allaient toquer partout. Dans toutes les langues, si tu veux, les gens allaient voir les gens dans toutes les langues, et ils se mettaient au niveau des électeurs, c'est-à-dire ils les écoutaient. Et ça, je pense que les gens, comme je te l'ai dit au début, les gens se sont sentis respectés par ça. Ils se sont dit, ce type-là, il parle comme nous et il parle avec nous. Et justement, excuse-moi de te couper, tu vas pouvoir poursuivre, mais ce que j'ai lu justement dans le livre et qui m'a justement interpellé, c'est que même dans les meetings en pleine rue, quand il lançait des slogans en anglais, donc, il y avait d'autres gens de ses camarades qui faisaient les mêmes slogans, mais en langue étrangère pour les Chinois qui pouvaient être là, ou les gens d'autres origines, pour que tout le monde, effectivement, comme tu le disais, se sente concerné. Et j'ai trouvé ça assez exceptionnel pour le coup. Ouais, et si tu veux, aux États-Unis, quand tu habites New York, la vérité, c'est que même si tu parles français, tu vois, tu peux vivre ta vie tout en français toute la journée. C'est-à-dire, tu peux aller au coiffeur français, tu peux aller à la bodega française, francophone. Bon, voilà, tu peux le faire si tu veux.
Même chose pour les autres langues. Et donc, tu as des gens, c'est vrai, qui sont pas à l'aise en anglais ou qui voient l'anglais aussi comme une langue de domination, c'est-à-dire une langue d'humiliation, parce qu'ils sont pas au niveau de quelqu'un dont c'est la langue maternelle, tu vois. Ça t'isole beaucoup. Et eux, ils ont décidé de faire exactement l'inverse. Ils se sont dit, nous, on va tout traduire. Et surtout, on va traduire ça dans des langues où, d'habitude, tu vois aucune traduction, tu vois. Donc, toutes les communautés, par exemple, sud-asiatiques, il s'est dit, là, il y a un vivier, il y a des gens qui vont jamais voter. Et donc, nous, on va tout traduire et on va faire en sorte que même dans les meetings, tout soit traduit pour faire en sorte que les gens nous comprennent. Et c'est exactement ça qu'ils faisaient. C'est-à-dire parce que, voilà, si t'es, je sais pas, si t'habites Chinatown et que tu as un blanc de l'équipe de Cuomo qui vient te voir pour te vendre un peu le programme, tu réponds pas. C'est dur, la connexion se fait pas. Bah là, ils arrivaient toujours il y avait toujours un bénévole du DSA, donc l'organisation centrale de Zoran, puis tu avais toujours un mec à côté qui traduisait. Et qui était de la communauté. Et c'est comme ça qu'ils ont fait campagne pour faire en sorte que voilà, le message soit là, montre en sorte que l'establishment s'intéressait aux gens, et puis d'avoir une traduction culturelle, linguistique, pour aider les gens à voter. Et donc ils ont fait ça tout du long de la campagne. Et ça, je pense que l'organisation, tu vois, moi j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que c'était tous les jours que tu les voyais, on les reconnaissait dehors, ils avaient leur t-shirt jaune, bleu, et puis ce que tu voyais, ce qui était incroyable, c'est que tu voyais des jeunes, des très jeunes, des jeunes qui avaient 20 ans. Moi j'ai vu des reportages où tu avais même des jeunes qui ne pouvaient pas voter, 15-16 ans, qui faisaient campagne pour leurs parents, etc. Donc il y a des gens qui n'avaient jamais voté avant, qui ont voté pour cette campagne et qui n'avaient jamais fait campagne avant et qui ont fait campagne pour cette campagne. Voilà, donc l'organisation de terrain, c'était vraiment central. Oui, donc c'était une campagne du coup très moderne, très loin des campagnes classiques. Oui, voilà, ça n'avait rien à voir avec les campagnes classiques du Parti démocrate. C'était, tu sais, au début, de toute façon, ils pensaient ne pas gagner. Donc ils se projetaient sur la prochaine fois et donc ils construisaient au long terme. Alors il se trouve qu'ils ont gagné, mais voilà, c'était vraiment une organisation. C'était une organisation politique au départ. C'était comment on va générer un peuple qui va être séduit par nos propositions. Enfin, comment partir de ce peuple pour avoir des propositions qui puissent lui répondre. Et donc voilà, c'était quelque chose, on n'avait jamais vu ça aux États-Unis, une campagne qui part vraiment de la base, elle est vraiment partie de la base, et une campagne qui a été faite avec la base, et ça se relayait sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a un peu caricaturé, on a un peu dit, bon, c'était le candidat TikTok, etc. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il était très bon, mais tu vois, même les réseaux sociaux, c'était quelque chose de politique, finalement. C'est-à-dire, il fallait montrer un New York très joyeux, il fallait montrer un New York qui aime bien vivre ensemble, il fallait montrer un New York cool, il fallait montrer un candidat qui était intégré dans la fabrique de New York. Et moi, j'ai parlé, moi, ça fait que 4 ans que j'habite à New York, donc moi, j'ai pas vécu la campagne d'avant. Et je parlais à des anciens New-Yorkais qui me disaient, mais tu sais, nous, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais, nous, les campagnes pour le maire de New York, c'est comme s'ils faisaient que campagne pour les riches. Ils font campagne, voilà, ils sont, tu vois, ils sont à Midtown, et c'est dans les rues, dans les gratte-ciel, etc. Là, le gars, il parlait de notre New York à nous, c'est-à-dire il allait dans les bodegas, il voyait vraiment, voilà, ce que New York vraiment est. Et ça, vraiment, je pense que ça a attiré l'œil, et puis ça a attiré surtout les électeurs qui se sont sentis représentés. Oui, et du coup, il a mieux parlé à une génération que les autres ont perdu, finalement. C'est un peu ça, le fait d'être passé par les réseaux sociaux. Oui, voilà. Et puis, je pense que, tu sais, c'est pas que les réseaux sociaux. Je pense que le programme, il répondait vraiment à une jeunesse qui est complètement précarisée aux États-Unis. Il faut toujours rappeler que quand tu sors de ton école, de ton université, si tu fais 4 ans d'études, tu sais, en gros, c'est comme si tu achetais un appartement à Paris. C'est-à-dire que voilà, tu es déjà endetté pour le reste de ta vie. Moi, j'ai des amis qui sont encore en train de payer leur endettement
pour l'école. Donc, tu vois, les loyers sont chers, tout est cher à New York, et pourtant, tu as une jeunesse qui est super diplômée, qui est très qualifiée, et qui n'arrive pas vraiment à survivre ou à vivre. Et donc voilà, de répondre à ce problème-là, je pense que c'était essentiel. Puis de le faire d'une manière, tu sais, aux États-Unis, on dirait d'une manière qui était sexy, c'est-à-dire une manière qui était attractive pour les gens. C'est-à-dire que lui, tu l'as vu, il est toujours souriant, il est toujours intégré dans la ville de New York, c'est quelqu'un qui passe bien à la caméra, tu vois. Ils étaient jamais dans l'agressivité, jamais. C'est-à-dire c'était un no-no, c'est-à-dire il ne faisait pas ça, toujours calme. Donc tu vois, c'est-à-dire c'était c'était un produit électoral qui était très alléchant pour cette jeunesse, mais c'était très alléchant parce que ça répondait vraiment à leurs besoins. Tu viens de le dire, hein, c'est quelqu'un qui passait très bien à la caméra, toujours calme, souriant. Et justement, pendant cette campagne, hein, il a pris des accusations assez lourdes, hein, notamment antisémitisme, islamisme. Comment il s'en est sorti avec tout ça ? Ouais, alors c'est là, je crois qu'il nous donne un peu des réponses, parce que c'est assez exceptionnel, en fait, la manière dont il a géré tout ça. Déjà, il ne s'excusait jamais. Il ne s'excusait jamais d'être pro-Palestine. Il ne s'excusait jamais d'avoir des questions sur la politique d'Israël. Et il répondait toujours aux questions qu'on lui posait. Il faut savoir que lui ne mettait jamais ce dossier sur la table. Hein. C'était utilisé contre lui pour le disqualifier. Ce qui est très intéressant là, dans la manière dont il a géré cela, c'est que lui est resté toujours calme. Ça ne le faisait pas bouger d'un cil. C'est-à-dire, on l'a accusé d'antisémitisme sur les plateaux de télévision, on l'a accusé dans toutes les interviews, pratiquement. Lui, il revenait toujours au programme. Si vous voulez parler d'antisémitisme, voilà ce que nous, on va faire sur l'antisémitisme. Et il déroulait son programme. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fait tout du long de la campagne. Tu sais, on essayait de monter en épingle son opposition, par exemple, avec le Parti démocrate. C'est vrai, il y avait une grande opposition. On essayait aussi de monter en épingle le fait qu'il est musulman. Il y avait beaucoup d'islamophobie dans cette campagne. La fin était vraiment terrible. À la fin, c'était islamophobie vraiment complètement débridée. Lui, il disait, voilà, la question, c'est pas moi, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les gens. Il revenait toujours à son programme. Les problèmes avec le Parti démocrate, alors lui, il disait tout le temps, écoutez, ça, je comprends bien que ça vous intéresse, mais moi, je suis là pour répondre aux besoins des New-Yorkais, donc interrogez-moi là-dessus. Et donc, il s'en est... toutes ces accusations, en fait, ça l'a servi. Ça l'a servi pour deux choses, parce que je pense que, ça a renforcé son authenticité. C'est-à-dire, les gens se sont dit, à lui, il va pas bouger. Ouais. Lui, il est droit dans ses bottes. Et s'il ne bouge pas là-dessus, il bougera pas sur les autres sujets. Et puis aussi, ça a montré vraiment le système médiatique tel qu'il est. C'est-à-dire un système qui essaie de discipliner toujours toutes les candidatures qui sortent des frontières de ce système, d'une manière vraiment grossière et vulgaire. Hein. Et il a montré ça, et je pense que ça aussi, ça lui a ramené beaucoup d'électeurs qui eux aussi se sentent finalement en dehors de ce système. Oui, parce que New York, c'est après Israël la ville où il y a le plus de membres de la communauté juive. Ouais. Et finalement, malgré toutes ces accusations, de nombreuses associations juives new-yorkaises l'ont soutenu et même dit que c'était le candidat idéal pour eux. Oui, mais ça, tu as tout à fait raison. Mais même d'ailleurs, les juifs, dans leur grande majorité, ont voté pour lui. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont très clairs. On l'accusait tout le temps donc d'antisémitisme, mais ce qu'on voyait, c'est que tout du long de la campagne, le soutien des communautés juives, qui sont très diverses à New York, augmentait. Et quand on a eu les résultats, finalement, les Juifs votaient un peu comme les autres communautés, c'est-à-dire jusqu'à 35-40 ans, en général, tu votais à fond pour Zoran Mamdani, puis après, ça baissait un petit peu chez les gens qui avaient plus de 40 ans. Donc oui, il a non seulement reçu le soutien des communautés juives à l'élection, mais aussi le soutien des figures juives du Parti démocrate new-yorkais. Le premier soutien, c'est Bratland
Lander. Brad Lander, c'est un progressiste démocrate qui, lui, se définit d'ailleurs comme sioniste de gauche. C'était son premier soutien. Puis surtout, quelque chose qui, d'ailleurs, de manière assez élégante, lui, il ne disait jamais, mais je crois que c'est à nous, les commentateurs, de le dire, c'est que ils avaient une toute petite équipe autour de lui. Ils étaient 5. Eh bien, 4 des directeurs de campagne, des gens qui faisaient la campagne, c'est des gens de confession juive. Donc, tu vois que, voilà, ces accusations d'antisémitisme, elles tombaient bien évidemment de nulle part. Et lui, il les a traités avec élégance, je crois, et sans donner, tu vois, dans une certaine grossièreté, du genre, mais regardez, j'ai des amis juifs, quoi. Il faisait pas ça. Et donc voilà, le résultat des courses, c'est que beaucoup d'organisations juives l'ont soutenu et les électeurs juifs ont suivi. Justement, la guerre à Gaza, c'est du coup invité aussi dans cette élection locale. Ça, c'est nouveau ou c'est lié à Zoran Mamdani, le fait que, justement, on vient de parler des accusations d'antisémitisme, et cette guerre aussi à Gaza? Écoute, moi, je crois que durant toute la campagne des présidentielles, là, je te parle, moi, je sentais bien que Kamala Harris, en fait, perdait à cause de ça. C'est-à-dire que Kamala Harris, elle s'est pas détachée de Biden assez sur Gaza. Elle a continué à dire qu'on allait soutenir Israël coûte que coûte. Et je voyais ça arriver vraiment de très très loin. J'avais des amis démocrates qui me disaient, moi je vais pas voter, je vais rester à la maison parce que je peux pas voter pour quelqu'un qui se compromet dans un génocide, Kamala Harris. Et donc nous on le savait, tu vois, du terrain, mais c'était, tu sais, tu te dis toujours, voilà, ça c'est mes amis, et puis bon, mes amis ne représentent pas l'Amérique, etc. Maintenant on le sait. C'est-à-dire que le Parti démocrate, alors on n'a pas publié, mais on a des extraits d'un rapport d'autopsie de la campagne de Kamala Harris, dans lequel ils disent très clairement que c'est Gaza qui leur a coûté la présidentielle. Et il y a plein de sondages qui le montrent, que les gens qui ne sont pas allés voter pour Kamala Harris cette fois, mais qui ont voté pour Biden la fois précédente, que c'est à cause du soutien à Israël qui sont restés chez eux. Donc ça devient vraiment une ligne de fracture, et on le voit pas que chez Zoran Mamdani, on le voit dans les primaires aussi. Si tu veux, par exemple, il y a un lobby très, très important aux États-Unis qui s'appelle EIPAC. C'est un lobby pro-Israël qui défend les politiques d'Israël. Et tu vois que tous les candidats qui sont soutenus par ce lobby perdent les primaires. C'est-à-dire les gens maintenant regardent exactement qui prend de l'argent de EIPAC. Donc c'est vraiment une ligne de fracture. Et pour gagner, alors non seulement au midterm, mais aussi à la prochaine présidentielle, je crois qu'il faudra que le Parti démocrate vraiment clarifie sa ligne là-dessus. Et justement, donc ça devient clairement impossible, notamment aux États-Unis, de faire de la politique sans se positionner clairement sur cette question-là. Oui, et c'est vraiment tous les candidats qui gagnent en ce moment. Anna-Amelia Mera dans New Jersey, pro-Palestine, James Talarico aussi était vraiment, contrairement à sa concurrente Jasmine Crockett, lui était très très critique d'Israël. Et puis les autres candidats, voilà, tu le vois aussi. En tout cas, même il y a une élection cette semaine en Illinois. Et ce que tu vois, c'est que tous les candidats, sauf une, qui était financée par EIPAC, ont perdu. Donc les gens vraiment se positionnent maintenant là-dessus. Et, bon, comme d'habitude, le Parti démocrate est toujours un temps de retard à l'allumage, mais on voit que les électeurs, eux, sont bien en avance là-dessus et regardent Gaza, ou tout du moins le soutien inconditionnel à Israël, comme maintenant quelque chose de central. C'est nouveau, parce que, encore une fois, la politique internationale, comme on dit, aux États-Unis, ça n'influence pas trop les élections. Les Américains regardent pas trop ça. Là, ça devient très important pour eux. Et justement, dans cette campagne pour Zoran Mamdani, pour la mairie de New York, il a même eu des soutiens de sénateurs démocrates qui n'étaient pas d'accord avec lui justement sur la question israélo-palestinienne. Mais malgré tout, ils ont quand même soutenu sa candidature parce qu'ils trouvaient que c'était quand même le bon candidat. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Mais la figure la plus importante, c'est par exemple John Yoo. John Yoo, c'est un sénateur d'origine chinoise qui est très connu à New York, moins connu en dehors de New York. Et lui, c'est son premier ralliement de poids.
Et qu'est-ce qu'il dit, John Yoo? Il dit moi, je suis pas d'accord avec toi sur Israël et Gaza. Moi, je pense pas qu'il y ait un génocide. Moi, je pense qu'on devrait toujours soutenir Israël. Mais je crois que tu es le meilleur candidat pour New York. Et ça, dès le début, tu vois, il a engrangé des soutiens comme ça. Et voilà, non, ça pose vraiment le problème central du coût de la vie. Hein. Je veux dire, c'était là-dessus que les gens se positionnaient. Il faut toujours rappeler, bien évidemment, que le maire de New York, il a aucun pouvoir dans la politique étrangère américaine, tu vois. Donc, quand on a porté ce sujet sur la table, c'était toujours pour tenter de disqualifier. Il n'y a aucun pouvoir. Moi, je me rappelle de moments dans les débats où on demandait est-ce que vous irez visiter Israël, tu vois. Bon, très clairement, c'était pour tenter de le disqualifier. Donc voilà. Ça continue encore aujourd'hui, parce que récemment, j'ai lu qu'en fait, on allait chercher les tweets que sa compagne avait likés au moment du 7 octobre. Je veux dire, en fait, il y a toujours une partie de l'Amérique qui continue à chercher. Bien sûr. Et une partie de l'Amérique conservatrice, et même d'ailleurs une partie de l'Amérique démocrate, hein, il faut bien le dire, qui c'était la première quand même à lancer ces accusations. Hein. Et donc là, voilà, il y a un scandale sur le fait que sa compagne donc aurait dessiné des dessins pour une autrice palestinienne qui aurait eu aussi des tweets problématiques. Bon, voilà, et puis ça remonte, tu sais, ils ont exhumé des tweets ou des posts Tumblr que sa compagne aurait fait quand elle avait 16 ans, tu vois. Donc, c'est des jeunes, quoi. Donc, tu vois, voilà, ils sont toujours, et donc, puisqu'ils ne peuvent plus attaquer Mamdani, ils essaient maintenant d'attaquer son épouse. Donc voilà, les accusations continuent. Et il faut dire que Zoran aussi, peut-être par fatigue maintenant, est de moins en moins percutant quand il essaye de les contrer. C'est-à-dire que là, par exemple, il a dit mon épouse ne savait pas vraiment pour qui elle faisait le dessin. Bon, je pense que c'était pas très habile ça de le dire, mais bon, voilà, il y a aussi un moment quoi où t'es aussi un peu à court d'arguments quand tu vois ce genre de procédé. Bon, voilà, ils exhument vraiment des tweets qu'elle a fait quand elle était adolescente, quoi. Donc là, on a parlé de sa campagne, comment il est arrivé au pouvoir. Alors, dans l'exercice du pouvoir, comment ça se passe depuis qu'il est en poste? Est-ce qu'il a déjà marqué les esprits ou par des réformes claires, ou est-ce que c'est encore flou? Ouais, bah alors ça, c'est une bonne question, tu vois, parce que il met en route son programme. C'est-à-dire qu'encore 2 semaines avant l'élection, ce que tu entendais partout sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision, c'est de toute façon ce programme, ça marchera jamais. Il pourra jamais le faire. Il faut le concours du gouverneur qui a l'argent, et puis il faut le concours du président, hein, Donald Trump, pour avoir les fonds fédéraux. 3 mesures, tu vois. Il avait dit les crèches universelles. Les crèches universelles, on nous disait que c'était la chose la plus difficile à mettre en route. C'est fait. La gouverneure de New York vient de dire, elle l'a dit il y a quelques semaines, il y a un plan sur la table de 4 ans où progressivement tous les enfants de New York auront accès aux crèches universelles, et elle met les fonds qu'il faut. D'ailleurs, elle étend ce programme à tout l'État de New York. Donc, c'est tous les enfants de l'État de New York qui auront accès aux crèches universelles. Je rappelle que les crèches, tu sais, aux États-Unis, ça coûte très cher, hein, c'est 2 000, 3 000, 4 000 par mois, donc c'est vraiment un budget. Sur le gel des loyers, eh bien c'est bon. Alors là, c'est un peu compliqué, mais c'est un comité qui gère l'augmentation des loyers pour ce qu'on appelle les loyers les appartements à loyer stabilisé. C'était pas des gens qui étaient très pro Mamdani sur ce board là, mais il se trouve que 2 ont décidé de démissionner. Et donc, il va pouvoir les remplacer avec des gens qui sont plutôt proches de lui. Et donc, il semblerait que le gel des loyers, ça soit aussi sur la bonne voie. Alors, pour l'instant, il n'y a pas trop de nouvelles sur les bus gratuits, qui était la 3e grande mesure. Mais bon, il faut quand même rappeler que ça ne fait que, finalement, 2 mois et demi qu'il est en position. Et donc, il y a déjà ce truc énorme des crèches universelles qui est fait. Et puis, j'ajoute quand même que il faut le dire, il fait un peu du Trump, tu vois. C'est-à-dire que chaque jour, il y a une annonce. Chaque jour, moi, sur mon fil, j'ai le maire Mamdani vous donne rendez-vous à 16h aujourd'hui
pour un major announcement, une annonce majeure. Et donc, chaque jour, il y a une annonce où il délocalise son bureau, il signe des décrets exécutifs. Et tu sais, ça peut être vraiment des petites choses. Par exemple, ils vont faire tout un réseau de toilettes publiques à New York, tu vois. Bon, bah ça va changer la vie des gens. Tu vois, ça a l'air d'être tout petit comme ça, mais ça va quand même changer la vie des gens. Et puis, plein d'autres choses, hein, sur les bibliothèques municipales, etc. Bon, il fait plein de trucs. Je dois dire que, malheureusement, aux États-Unis, si tu veux, quand tu habites New York, tu le sais. Quand tu habites en dehors de New York, ça passe pas vraiment le mur du son. C'est-à-dire, tu as quand même Trump qui occupe l'espace tous les jours, et les gens ne savent pas que Zoran Mamdani, ou même en France d'ailleurs, les gens ne savent pas que Zoran Mamdani, en fait, ça marche pour l'instant. Et que ça marche quand même du tonnerre, parce que ces crèches universelles, je te dis, c'était quelque chose qu'on nous disait impensable, insurmontable, encore 2 semaines avant l'élection. Justement, Trump, Mamdani, j'ai le sentiment qu'ils ont une relation très particulière, car lors de sa première visite à la Maison-Blanche, Trump, alors que Mamdani a maintenu les propos qu'il disait sur Trump avant de le rencontrer. Days ago, you referred to President Trump as a despot who betrayed the country. You said you'd be his worst nightmare and accused him of having a fascist agenda. Are you planning to retract any of these remarks in order to improve your relationship? I think both President Trump and we are very clear about our positions and our views, and what I really appreciate about the president is that the meeting that we had focused not on places of disagreement, which there are many, and also focused on the shared purpose that we have in serving New Yorkers. And I've been called much worse than a despot, so it's not that insulting. He asked about your comment calling the president a fascist. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay, all right. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. C'est quoi leur rapport? Pourquoi il y a une espèce de... Je sais pas si c'est une fascination de l'un pour l'autre, mais quel est le rapport entre Mamdani et Trump? Ouais, bon, c'était très surprenant, cette première rencontre. Hein, c'est-à-dire, ils étaient tous sourires, alors qu'ils s'insultaient encore une semaine avant. Pendant le discours de victoire, Mamdani dit... Trump, je suis ton pire cauchemar, je suis ton pire ennemi. Monte le son, il lui dit, écoute-moi. Et puis, il arrive à la Maison-Blanche et ça a l'air de pas si mal se passer. Alors, moi, ce que j'ai lu, tu sais, ce que tu lis dans les journaux après, c'est Trump, il est malin, il sait comment être proche de la lumière et il a besoin de Mamdani et il sait le manipuler. Bon, tu vois, on fait jamais le commentaire inverse. Tu sais, c'est peut-être Zoran Mamdani qui le manipule. Et en fait, moi, je crois que c'est Zoran Mamdani qui le manipule, qui sait exactement comment faire et qu'attendre de Donald Trump. Et donc, il l'a un peu flatté. Il a fait des belles images avec lui. Il a été, on dit differential en anglais, tu vois, il a été respectueux de la position de Donald Trump. Et il a eu tout ce qu'il voulait. Parce que je te rappelle quand même que juste avant l'élection, déjà Trump a soutenu son opposant. Trump a dit on va déployer la garde nationale à New York. Et Trump a dit on va geler les fonds fédéraux. Et là il dit pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que New York réussisse. Et je crois que Mamdani lui a dit, et ça c'est vrai d'ailleurs, beaucoup des gens qui ont voté pour vous, ils ont voté pour moi après. Et ils ont voté sur le même programme. Ils ont voté parce qu'ils voulaient les prix moins chers. Ils voulaient le coût de la vie, c'est le grand problème. Et voilà. Et donc ça s'est bien passé. Je rappelle quand même que Zoran fait quelque chose, Mamdani fait quelque chose d'assez exceptionnel durant son interview avec Trump dans le bureau ovale. Il dit oui, je pense qu'il y a un génocide à Gaza. Avec Trump, et ça personne ne l'a jamais dit dans le bureau ovale. Hein. Puis tu sais, il y a un moment, il y a une journaliste qui lui dit mais vous pensez toujours que Trump c'est un fasciste? Et Trump lui dit écoute, t'as pas besoin de répondre à ça, dis oui si ça te fait plaisir. Et Zoran Mamdani dit oui, c'est ce que je pense. Tu vois, et donc tu vois, c'est quand même quelqu'un qui perd pas le nord et qui fait toujours de la politique. Il y a une deuxième rencontre d'ailleurs avec lui qui s'est assez bien passée aussi. Donc je pense que Zoran, il est là pour faire son programme. Et s'il y a besoin de un peu flatter Trump pour ce faire, je crois qu'il le fera. On arrive à la fin de cet entretien. Mais Zoran Mamdani, là, quand on le présente, on a l'impression que c'est le
personnage idéal, il a tout compris, il va tout droit vers la Maison-Blanche. Non, c'est pas possible pour lui, car il est à l'étranger. Mais quelles sont ses failles, quelles sont ses erreurs, toi qui as suivi tout ça? Sur quel point tu pourrais dire là, Mamdani, il n'est pas au rendez-vous? Ouais, mais en fait, il y en a plein. Hein. Donc, le livre, c'est un livre plutôt positif sur Zoran Mamdani. Moi, je vois plein de failles chez Zoran. La première, c'est qu'il veut pas s'occuper de politique politicienne. Et alors là, c'est peut-être une stratégie aussi. Hein. Peut-être qu'il veut d'abord faire son programme et puis, à long terme, faire autre chose et s'intégrer un peu plus dans la politique du Parti démocrate. Tu vois, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées depuis son élection. Par exemple, il y a des primaires et tu as un de ses soutiens, un conseiller municipal de New York qui s'appelle Chiosé, qui est très bon. Là aussi, c'est le même type que Mamdani, très bon sur les réseaux sociaux, très jeune, très hip, tu vois. Et lui, Chiosé voulait se présenter contre Hakeem Jeffries, qui est donc le chef de la minorité démocrate à la Chambre à Washington, qui vient de New York. Zoran Mamdani a posé son veto. Il a dit non, moi je veux pas qu'on aille contre lui. Et donc, tu vois, c'est quelqu'un de très politique, mais qui veut aussi garder, qui veut pas trop se mêler quand même de la politique du Parti démocrate. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque, parce que il a une voix maintenant, il pourrait vraiment porter, et il le fait pas. Il a par exemple soutenu la candidature à la primaire et à sa réélection de la gouverneure de New York qui s'appelle Kathy Hochul. C'est quelqu'un qui l'a soutenu tout à la fin de sa campagne, Kathy Hochul. C'est pas franchement la candidate la plus progressiste. Il y avait des gens de gauche qui se battaient pour cette élection. Il a choisi de la soutenir elle parce qu'il faut qu'il soit en bon terme avec elle. Alors tu vois, c'est-à-dire il y a plusieurs analyses là. Tu peux dire soit c'est quelqu'un de super tactique et qui fait du billard à 4 bandes, ou alors c'est quelqu'un qui veut pas se mêler de cette politique-là. Ça, je crois que ça manque. Je crois que là, pour moi, c'est une déception que j'ai dans le début de son mandat, qui est encore tout frais, c'est 2 mois et demi. Mais je vois quelqu'un qui est un peu réticent à mettre en marche cette radicalité qu'il a quand même, qu'il a portée jusqu'à l'élection. En tout cas, merci beaucoup Tristan Cabello. Je rappelle le livre La victoire de Zoran Mamdani à New York, un laboratoire pour la gauche, aux éditions textuelles, dans toutes les bonnes librairies. Merci à toi, on se retrouve certainement très bientôt dans notre émission du côté de chez Sam. Merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous soutenir sur soutenez.lemediatv.fr si vous voulez que le média arrive sur la TNT francilienne, voire la TNT nationale, et lutter contre l'agenda réactionnaire des milliardaires. En attendant, je vous laisse avec la suite des programmes du média.